Oh là là, salut Julie. Je suis désolé. Toujours aussi ponctuel. Ouais, je suis un petit peu en retard. Ça Ouais. fait 3 quarts d'heure qu'on t'attend. Ah ouais, 3/4 quand même. Ouais, là, c'est plus Écoute, tu possible. sais quoi? Je vais pas perdre de temps. Je vais 2 minutes au maquillage et je reviens. Ils sont où les invités? Mais ils sont partis, ça fait 3 quarts d'heure qu'on t'attend, Vincent. Ah, ils sont partis. Bon, on est mal barrés Enfin, là. rassure-toi, bonne nouvelle, t'es en Quoi? avance. Ah, je suis en avance? Bah oui, pour l'émission de demain. Je vais me faire maquiller. Ouais. Je suis sympa quand même parce que je partage mes pires travers avec vous, chers téléspectateurs. Bonjour, bienvenue ensemble, c'est mieux. C'est vrai que je me ménage pas là, sur le coup. Je suis rarement plus en retard qu'une demi-heure, hein, Julie. Oui, mais c'est déjà trop, une demi-heure. Non, je rigole. Ça va, Julie? Très bien, et vous? Vous qui êtes ponctuelle. Oui. Hein, là, vous êtes un petit peu vengé avec cette Exactement, j'en ai petite- Ben profité, ça oui, fait du bien. je sais bien sûr que ça fait du bien. Mes amis, on va retrouver notre Rafale, lui aussi extrêmement ponctuel, qui est pas très loin de Paris, du côté de Montreuil. Salut Rafale, on va le retrouver dans une minute. Vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est les retardataires. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Est-ce que cela dit de nous, hein, parce que c'est important. Et pour en parler, on reçoit Sylvaine Pasquale, qui est coach et spécialiste. Alors j'adore cette fonction du plaisir de travailler, parce que c'est corrélé, Sylvaine. Alors ça peut l'être, Ouais. l'être dans un certain nombre de cas. Oui, parce que je suppose que les causes sont extrêmement diverses et disparates, hein, pour fait. expliquer le retard. Certainement, oui. Ouais. Pas toujours un manque de respect de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas d'intention de manque Ah. de respect. Déjà, ça me Maintenant dédouane un tout petit peu. Non, mais Julie, on va en causer de toute façon. Hein. Ah oui, il y Vous a allez plein de pouvoir choses vous à dire. exprimer. Vous inquiétez pas, vous serez à l'heure. Allez, ensuite, puisque c'est mardi, c'est le jour de l'environnement chez nous, eh bien, nous recevons un joli et beau visage et nouveau visage ce matin. C'est Camille Dufetel. Alors, vous la connaissez parce que, en fait, c'est l'éminence grise de Valère Correa qui est là toutes les semaines. C'est un peu ça, hein? Ça, oui, Vous exactement. êtes la voix de sa voilà. conscience, son Gemini Cricket. Voilà. Très bien, donc on va parler, puisque vous êtes la rédactrice en chef de l'infodurable.fr, toujours un sujet autour de la sauvegarde de notre environnement. Voilà, donc des solutions pour manger en circuit court en Ile-de-France. Voilà. En circuit court, en Ile-de-France. Oui, parce qu'on aimerait bien être un peu locavore, hein, mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a toujours un peu peur. On se dit que pas manger On de a l'impression l'urbain. que c'est pas évident, effectivement. Bah, Il merci y a de des nous solutions. apporter. C'est très bien. Allez, mes amis, regardez bien ce qui va suivre, parce qu'au moment du déjeuner, on va être un peu carrément même libanais aujourd'hui. Bonjour Alain Djeham. Bonjour. Comment ça va, chef? Ça va très bien. Alors, merci d'être revenu, parce que vous êtes un des rares chefs à être revenu, parce que en fait, on fait une ouverture là dans quelques jours Exactement, le 17 février, le premier jour d'ouverture de mon bistrot libanais. qui s'appelle le Casti. Casti. Alors, il dit bistrot, il a raison de le préciser, parce que Alain Djeham, il est évidemment né au Liban, il est venu gagner son étoile Michelin à son restaurant éponyme ici à Paris, et en fait, c'est un retour aux sources. Vous retournez à un grand mésé, à une vraie cuisine libanaise. Exactement, 21 ans après, je retourne sur la cuisine libanaise et j'ai envie vraiment de le revisiter et le montrer, la diversité de la cuisine libanaise. Et surtout, c'est une cuisine basée sur les produits des saisons. Génial. Et les saisons, c'est pas tout à fait les mêmes ici qu'au Liban, hein, quand même. Hein. C'est plus clément. Saison en France. Oui, saison ici en France. Merci Alain, on en parle tout à l'heure. Allez, on va retourner du côté de Montreuil. Voilà, Montreuil qui se trouve dans l'est de Paris, de la capitale. On le voyait sur la carte. Et on va retrouver notre Rafale qui s'y trouve dans une association vraiment indispensable. Salut Vincent, aujourd'hui. salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis content parce que je joue à domicile Montreuil, Seine-Saint-Denis. J'habite à 2 pas d'ici du lycée dans lequel on va aller, le lycée Jean Jaurès. Mais aujourd'hui, je ne retourne pas juste pour prendre un cours d'espagnol. Non, on va faire des ateliers un peu particuliers, justement, plus engagés. Et c'est William de l'association Loba qui nous en parle. Comment ça va, William? Ça va très bien, merci. Dis-moi déjà ce que ça veut dire Loba. Loba, ça signifie exprime-toi en langue lingala. En fait, c'est le nom de notre association qui a pour but de mettre l'art au service de la cité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici au lycée Jean Jaurès de Montreuil? Aujourd'hui, on va assister aux ateliers que mènent les lycéens des classes de seconde, des ateliers d'empowerment finalement des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Empowerment, ça veut dire qu'on va accompagner les jeunes à s'engager sur des projets contre les violences faites aux femmes. Là, voilà, aujourd'hui le point c'est ça, les violences faites aux femmes. D'ailleurs on est bien accueillis puisqu'on reconnaît les collages qu'on voit partout en Ile-de-France du collectif Féminicide Paris. C'est fait exprès ou pas?
Bah non, c'est même pas fait exprès. Comme quoi. C'est un lycée engagé. Et vous savez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On y va alors? On va les rejoindre? Ouais. Allez, bah vous aussi, hein, on va suivre ces ateliers, le temps de rentrer dans le lycée, d'aller dans la classe. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je ne sais pas le dire en lingala. Du côté du Congo, on pourrait nous donner des renseignements si vous voulez. Vous contactez l'émission pour donner une petite leçon, un petit cours accéléré, mais on va y avoir droit, à mon avis, avec Rafale dans quelques minutes. Mes amis, les retardataires, ces gens étranges dont le comportement m'échappe totalement, eh bien, on va apprendre pourquoi ils sont en retard. Bien, Sylvaine Pasquale, vous allez nous coacher puisque vous êtes coach. La première question qu'on peut se poser, est-ce que si on est en retard toute sa vie? Enfin, est-ce que c'est un comportement structurel ou conjoncturel, globalement? Alors, ça peut dépendre, il peut y avoir les deux. Il y a des personnes qui sont des retardataires chroniques. Ceux-là le seront probablement toute leur vie. Aïe, aïe, aïe. C'est une mauvaise nouvelle pour vous. On ne risque pas de le guérir aujourd'hui. Mince, je comptais beaucoup sur vous pourtant. Et évidemment, il peut aussi y avoir des retards plus ponctuels liés à... Une situation particulière. Par exemple, oui. Bon, alors, Julie qui est toujours à l'heure, elle va nous donner tout de suite, là, vraiment ponctuellement, quelques informations sur le sujet. Et oui, parce que peut-être que comme Vincent, la ponctualité, c'est pas trop votre truc. Vous partez toujours à l'heure où vous devriez être arrivé à votre lieu de rendez-vous. Vous êtes sûrement atteint de retardite aiguë. Plus sérieusement, en fait, le fait d'être tout le temps en retard n'est pas encore considéré comme un trouble psychopathologique, Vincent, soyez rassurés, mais il révèle malgré tout un trouble comportemental. Regardez. Bon, et ça fait 20 minutes que je t'attends. T'en es où? J'arrive, j'ai juste un petit contretemps. Si, contre toute attente, 9 Français sur 10 arrivent à l'heure au travail, le retardataire chronique se débrouille toujours pour vous faire attendre. Alors, est-ce de la pathologie lourde, du sadisme ou une insoutenable décontraction? Une étude américaine a montré qu'il existait 2 catégories d'individus. A, les organisés, les compétitifs, et B, les décontractés, les rêveurs. Pour la catégorie A, 1 minute vaut 58 secondes. Et pour la catégorie B, 1 minute vaut 77 secondes. Et oui, le retardataire est un grand optimiste. Sa notion du temps est extensible. Il est convaincu qu'il peut faire 3 choses à la fois alors qu'une seule chose est jouable. Eh bien, figurez-vous que les scientifiques affirment que la catégorie B, le retardataire, jouit d'une meilleure santé mentale en raison de sa faculté à se concentrer sur le présent au lieu de s'inquiéter pour le futur. Agaçant, hein? Mais pour les psys, le retardataire est aussi un narcissique qui impose son tempo, son désir et sa toute-puissance. Une sorte de passif agressif qui souffre aussi d'absence de confiance en soi, d'immaturité et d'une incapacité à être dans la réalité. Bref, à vous de choisir s'il faut plaindre ou accabler votre retardataire préféré. Sylvaine Pasquale, je voudrais faire un petit cours de physique pour rappeler que selon Einstein et la relativité restreinte, le temps est relatif. Absolument. Donc chacun son temps, j'ai envie de dire presque. C'est ça le problème au fond. Le problème de fond, c'est que chacun a son temps. Absolument. Absolument. La relation au temps peut être très très différente selon les personnes. Alors là, ils présentent des profils un petit peu schématiques, mais effectivement, la notion de temps, la notion du temps que prennent les choses, comme par exemple des temps de transport, etc., peut être très variable selon les personnes. Et elles peuvent être très élastiques chez les personnes qui ont l'esprit très occupé. Et je ne veux pas apporter d'eau au moulin des retardataires. En plus, ce n'est pas des très gros retards en général, mais c'est vrai que c'est un peu chronique chez moi. Mais il me semble que dans mon éducation, à une époque, vous recevez un carton d'invitation à 20h et mes parents me disaient « tu n'y vas jamais avant 20h30 ». Il y a un peu au fait cette politesse du temps qui est de dire « c'est ridicule d'arriver à l'heure dite ». Et ça grave quelque chose dans notre cerveau quand même. Oui, surtout que l'intérêt du quart d'heure comme ça, quand on est invité quelque part, c'est aussi de laisser aux autres le temps de finir leur verrine, pour lesquels, eux non plus, n'avaient pas mesuré le temps nécessaire. C'est ça. Après, dans la vie de tous les jours, effectivement, mais quand on va travailler, il y a des petits retards et il y a des plus gros retards qui peuvent quand même être lourds de conséquences parfois, problématiques. Tout à fait, tout à fait. Alors bon, un petit retard une fois de temps en temps, effectivement, c'est pas problématique. Je pense qu'en région parisienne, ceux qui prennent les transports en commun sont habitués à des petits retards de temps à autre. En revanche, effectivement, le retard chronique à des rendez-vous importants au travail peut être problématique. Ceci dit, on remarque quand même que chez la plupart des gens qui sont des retardataires chroniques, il y a certains types de rendez-vous pour lesquels ils sont beaucoup moins en retard
que pour d'autres. Et ils vont plus facilement être en retard à des rendez-vous amicaux. Alors, on peut imaginer qu'ils pensent que, bon, on va avoir une certaine indulgence vis-à-vis de leur retard, et moins en retard à des rendez-vous importants, comme des rendez-vous médicaux, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, on a la question de Nathalie, on l'écoute, et puis vous répondez. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 42 ans, je suis aide-soignante en maison de retraite. Alors, je ne m'explique pas, je n'arrive pas à être à l'heure dans ma vie privée, avec mes amis. Je leur dis que je suis en route ou que j'arrive à l'heure, je suis toujours à la maison. Étonnamment, dans ma vie professionnelle, je suis très ponctuelle, j'arrive même à l'avance. Donc, je ne sais pas le pourquoi je n'arrive pas à être à l'heure avec mes amis. Et par contre, dans ma vie professionnelle, j'y suis. Alors, quand elle dit je n'arrive pas à comprendre, est-ce que d'abord, il faut se poser la question et chercher vraiment à y répondre? Est-ce que ça change les comportements? J'imagine que certaines personnes peuvent avoir envie de se poser la question et d'essayer de comprendre pourquoi. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose à l'arrivée, parce qu'il est probable que, même si elle comprend pourquoi, ça ne change pas grand-chose au fait qu'elle soit en retard dans sa vie personnelle, mais pas tellement dans sa vie professionnelle. Je pense qu'il y a une différence de relation à l'engagement, à la ponctualité dans la vie professionnelle qu'il n'y a pas forcément dans la vie privée, où là, des gens qui sont quand même souvent plus rêveurs, plus fantasques, plus créatifs aussi, vont avoir plus d'espace pour pouvoir justement faire à leur rythme, qui n'est pas forcément le même que ceux qui sont toujours ponctuels. Et c'est aussi parfois des gens qui ont besoin de cet espace-là. Sylvaine, alors que dans le monde du travail, d'abord, il y a la responsabilité vis-à-vis des autres et de l'engagement qui est le nôtre, et puis la sanction, le risque de la sanction. Au fond, si en retard, on est sanctionné, je pense que ça change le comportement. Alors, il paraît, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par un psychologue américain qui s'appelle Dan Ariely, et les résultats de cette étude disaient que les gens, s'il y avait une punition à la clé, les gens avaient un peu plus de propension à être à l'heure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils étaient à l'heure à 100%. Non, bien sûr. Et puis, ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement une solution efficace. Mais est-ce qu'il y a quand même des petits trucs à connaître pour essayer de, entre guillemets, se soigner, en tout cas, si on est vraiment un retardataire chronique, d'arriver à l'heure, parce que ça peut avoir des conséquences? Est-ce qu'il y a des astuces à connaître? Alors, il n'y a pas d'astuce qui marche. Il n'y a rien qui marche? Non, il n'y a pas d'astuce qui marche. Je pense que ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est d'arrêter tout ce qui est des astuces de type autodiscipline ultra contraignante, etc., parce que je pense que ça ne fait que renforcer le problème, un peu en réaction. Je pense que c'est important de s'écouter et puis de choisir ses croisades. Et puisque c'est difficile d'être à l'heure quand on est un retardataire chronique, il y a certains rendez-vous pour lesquels on peut faire l'effort de peut-être, je sais pas, avoir plusieurs réveils pour savoir à quelle heure il faut partir, ou bien augmenter le temps, on dit en général 20%, d'augmentation du temps nécessaire pour accomplir une tâche, mais choisir ça pour des situations bien précises dans lesquelles c'est vraiment important. Et donc dans le choix de son métier aussi, parce que je pense qu'un professeur, il est obligé d'être à 8 heures devant sa classe, il ne peut pas se permettre d'être à 8h15 tous les jours, donc dans le choix du métier aussi, c'est important. On peut avoir aussi des cas comme la personne qui témoignait tout à l'heure, de gens qui sont retardataires dans leur vie personnelle, mais pas nécessairement dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est un peu à voir aussi au cas par cas. Alain Giam, chef, c'est important les horaires dans la restauration. C'est très important. Oui. En tout cas, moi, je mets toujours la pression sur moi qu'il faut que je sois 10 minutes avant l'heure. Ouais. C'est très important pour moi. C'est ça. C'est-à-dire que 20h pour vous, en fait, c'est 19h50. C'est 19h50. Vous serez du genre à régler votre montre 10 minutes avant? Et c'est vrai, des fois. Comme hier, j'avais un rendez-vous avec mon coach sportif à 8h du matin. Et j'ai dit, je vais avoir 10 minutes de retard. En fait, je suis venu à 8h. Mais il m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit 10 minutes en retard? Je lui ai dit, parce que tout le temps, je suis en avance. J'ai senti que je suis en retard parce que je suis venu à l'heure qu'il faut, en fait. Ah oui, c'est ça. Psychologique, c'est dans la tête. Donc, il faut se fabriquer des petits moyens, éventuellement avancer ses montres. Oui, ça ne marche pas très longtemps. Non, ça va. Parce que c'est bizarre, mais on le sait très vite quand même. Surtout dans la voiture, si ce n'est pas la même heure que sur la montre. En tout cas, merci Sylvaine. Bon, il faut faire un petit travail sur soi. Je crois que c'est un peu nécessaire. On va y arriver. Déjà, d'en prendre conscience, c'est bien. Oui. C'est un premier pas. Vous voyez, Julie, je peux te sauver. On avance. On progresse. Allez, on va retourner au lycée. On est à l'heure. On est juste à l'heure, pile à l'heure. On retrouve notre Rafale du côté de Montreuil. Eh oui.
Alors oui Vincent, hein, je vous attendais pour pas déranger le travail qui a débuté en classe, travail mené par l'association LOBA, des ateliers de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Là je vais pénétrer dans une classe de seconde, ici au lycée Jean Jaurès de Montreuil. On va essayer de pas faire de bruit évidemment pour pas les déranger. Florine Constant m'accompagne chaque matin et vous allez pouvoir découvrir leur séance de brainstorming ici. Et moi peut-être interroger leur professeur. Comment ça va hein? Ça va très bien. C'est quoi ton prénom? Élise. Élise, tu es prof de quoi toi? Français. Français de cette classe de seconde. Quand Loba est venu avec ce projet, un peu difficile quand même. Tu t'es dit que tu allais pouvoir l'intégrer facilement au programme? Oui, on s'est posé des questions, mais pas longtemps. C'était assez évident. En fait, ce projet, il semble vraiment au cœur de la mission de l'école, c'est-à-dire développer leur esprit critique et chacun de pouvoir leur permettre de trouver leur talent singulier et de comprendre que chaque type d'intelligence ici peut changer le monde. Ils ont 15-16 ans en moyenne. Ils sont réceptifs à ces questions? Ils sont très réceptifs. Et ça nous fait plutôt plaisir. On est content quand on voit qu'il y a des jeunes comme ça qui sont engagés et qui s'intéressent à ce qui se passe évidemment dans leur époque. Moi, je voulais aussi donner la parole à Oksana, qui est en service civique au sein de l'association LOBA, donc une des animatrices. Est-ce que tu peux montrer l'un des travaux qui a été fait par ces jeunes? Peut-être pas ceux-là, hein? Alors non, du coup, ça c'est les travaux de la classe de l'année dernière. Donc on a fait aussi un projet avec eux. Donc c'est un projet qui reprend le thème des violences conjugales et qui se découpe en 4 affiches et qui reprend le cycle de la violence. Donc on voit sur la première image que tout se passe bien, puis ensuite il y a les premiers coups, la femme qui se sent emprisonnée et l'homme qui revient avec de l'amour. Et en fait, pour montrer ce cycle de la violence. Et ça a été réfléchi, dessiné, illustré par des jeunes. Tout ça par des jeunes, et c'est ce qu'on aimerait faire avec cette classe, et c'est le but du projet LOBA, c'est de les amener à monter un projet contre et sur les violences sexuelles. Bon, alors c'est ce qu'on va faire nous aussi. Hein. Je pense que dans une dizaine de minutes, je vais m'installer à une table et puis travailler un petit peu avec eux. À tout de suite. À tout de suite, Rafale. Julie, est-ce qu'on ne donnerait pas les coordonnées de l'émission quand même? On n'est pas avares de ça, nous. Hein. Non. Puis vous savez, en plus, c'est tellement simple de nous joindre. Alors, on compte sur vous. Vous avez 3 moyens. Tout d'abord, le téléphone 0805 383 383. Vous pouvez aussi nous contacter via Facebook sur la page de Ensemble, c'est mieux avec France 3. Et puis, le compte Instagram de France 3 Paris et le hashtag Ensemble, c'est Paris. Et de Instagram Vfernio. @Vfernio, @Julie Jacquard. Et c'est pour les Raphaël. trucs et les messages perso. Hein. Le speed dating via Instagram, Julie. C'est ça. Et Raphaël également, effectivement. Merci, Julie. Allez, il serait temps d'être tous acteurs de nos vies et de cette planète. Heureusement, on fait ça chaque semaine. Camille, spécialiste de l'environnement, rédactrice en chef de l'infodurable.fr pour manger local en Ile-de-France. Oui, alors je vous propose de commencer par une petite question sur Un ce quiz sujet. Elle est sympa, Camille, là. Elle ne va pas trop nous mettre dedans. Non, je vais vous demander la différence entre ces 2 produits, tout simplement. Eh bien, l'un est un fruit, l'autre est une Ouais. feuille. Mais encore. Mais encore Plein Ouais. saison d'endives et malheureusement, c'est pas la saison de tomates. Bravo. Chef voilà. spécialiste. Heureusement qu'on a un chef. Hein. Effectivement, donc la tomate n'est pas de saison, l'endive l'est. Le problème, c'est qu'on les retrouve souvent ensemble sur nos étals. Cette tomate, elle a été sans aucun doute produite sous serre chauffée, où elle vient de très loin. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on devrait plutôt manger justement des endives, des carottes, des poireaux, des navets et des betteraves, par exemple. Mais- Et c'est vrai qu'aussi, c'est tentant. Ils sont sous nos yeux sur les étals. Voilà. On ne se pose pas la question, on Oui, les et puis, achète. on a d'ailleurs tendance à manger, du coup, à consommer beaucoup de produits importés, c'est vrai. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en Ile-de-France et dans les alentours, on a beaucoup de territoires agricoles, donc on pourrait davantage encourager les producteurs La locaux. fameuse ceinture verte maraîchère Voilà, qui entoure exactement. la capitale. Ouais. Et puis, voilà, en plus de ça, donc encourager les producteurs locaux et puis manger local, ça permet également de limiter les pollutions liées au mode de transport, sans compter que ça permet de manger des aliments qui ont du goût, tout simplement parce que quand c'est local et de saison, ça a plus de goût, forcément. D'autant qu'en ce moment, alors je dirais qu'un des effets positifs, malheureusement, du réchauffement climatique, moi je le vois sur ma pelouse, j'ai des pâquerettes. Enfin, je veux dire, normalement, en février, c'est de la neige. S'il n'y a pas de neige, c'est en tout cas tout rasé. Et là, c'est donc, je pense que les légumes maraîchers, c'est pareil. Il y a une plus de facilité à faire pousser en la terre qu'à pas geler.
Effectivement. Et donc, c'est pour ça que je vous propose d'y accéder un peu plus facilement à travers 3 solutions simples, ici en Ile-de-France. Par exemple, La Ruche qui dit oui. C'est connu, c'est vrai. La Ruche qui dit oui, ça permet de commander ses courses en ligne. Donc, à la fois ses fruits et légumes, mais aussi de l'épicerie, des fromages, de la viande, des boissons. On va aller les récupérer dans une ruche. Alors, cette ruche, ça peut être à la fois une école, ça peut être un lieu culturel, ça peut être un café. Il y en a partout en France et plus de 160 en Ile-de-France. Et l'avantage, c'est que ces produits ils viennent d'un rayon de 250 km en moyenne. En plus de ça, depuis plus d'1 an à Paris, en Ile-de-France, on peut se faire livrer directement chez soi. Et puis, La Ruche qui dit oui propose également la livraison de paniers en entreprise depuis le début de l'année. Génial. C'est comme un colis relais, mais de nourriture, de Exactement. produits de matières premières pour se nourrir. Exactement. Camille, vous nous avez aussi trouvé une société qui livre des produits Picard, pas des surgelés, des produits de Picardie. Oh là là, bien joué, parce que j'ai eu peur. Parisien. Oui. Parisien. Ça s'appelle Quel bon goût, avec un K. En fait, c'est à peu près le même système. En gros, on commande ces produits en ligne, on va les récupérer dans une boutique. Ces boutiques, en fait, on peut aussi directement y acheter des produits locaux. On va aller récupérer sur place. C'est situé dans le 10e et dans le 20e, mais il y a aussi effectivement des points de retrait qui vont ouvrir à Montreuil là, en février. Voilà, une autre solution. Ça me plaît bien cette histoire, parce que là, ça offre des solutions. Une troisième solution pour les acharnés du locavore dont nous sommes. Pour être plus proche de la nature, je vous propose aussi d'aller directement, de profiter des cueillettes en libre service. C'est sympa, c'est une activité sympa à faire en famille, donc d'aller cueillir ces fruits et légumes issus d'une agriculture raisonnée. Il y a par exemple la cueillette de Cergy, dans le Val d'Oise, il y a la cueillette de Viltin ou encore les fermes. La ferme de Viltin, moi j'habite à côté, j'allais vous la citer. C'est top, c'est top de voir les familles en plus dans les champs dès qu'il y a un petit rayon. Même l'hiver, même à cette saison, on peut aller faire sa récolte. Et, alors donc il faut vérifier les périodes d'ouverture. Généralement, c'est quand même plutôt à partir du printemps. Mais l'avantage de ça, au-delà d'être une activité familiale sympa, surtout qu'on va choisir soi-même ses fruits et légumes, c'est que c'est au niveau du coût aussi. Le coût est quand même pas mal avantageux quand on va. Oui, parce que la main-d'œuvre, on la paye pas du coup. Effectivement. Enfin, celle pour planter, oui, mais pas celle pour ramasser. Et quand c'est les fraises, où il faut se casser en deux. Et puis en plus, Viltin, par exemple, on peut aller chercher des fleurs. Aussi, ils ont des plantations de fleurs. Mais on paye aussi toutes les fraises qu'on mange en récoltant ou pas? C'est vrai que c'est-à-dire que ça coûte moins cher du côté des aubergines, parce que ça se mâchonne pas. C'est sûr. Mais tout ça pour dire que je parlais du coût. Manger local, je tiens à le préciser, ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est juste, il s'agit juste de revoir un peu son alimentation. Si on décide d'arrêter tout d'un coup d'acheter des produits, des plats préparés et de cuisiner un peu plus soi-même, je pense que ça change quand même un peu. On est gagnant. Oui. Puis on sait ce qu'on se met à l'intérieur du corps, et ça, c'est important, chef. Faut dire, on est quand même riche de produits, surtout en France, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de produits, et c'est vrai, vraiment basé sur le produit de saison, c'est très, très important. Et encourager les gens aussi, et surtout, moi, dans mes restaurants, il y a 0 produits qui sont hors saison, et j'essaie de me battre pour ça, et bravo pour votre démarche que vous faites. Bah oui, mais l'infodurable.fr, ils sont comme ça. C'est pas pour nous emmerder, c'est pour nous apporter des solutions. Non, mais c'est pas ils sanctionnent pas, c'est vraiment pour nous aider, et ça, c'est très appréciable. Merci beaucoup, Camille. Merci. Allez, mes amis, le mardi, c'est le jour de... La déco. De la déco. Il y en a une qui suit. Et aujourd'hui, justement, notre experte, qui est Aurélie, va nous apprendre à faire ce que j'appelle un pêle-mêle, c'est-à-dire un mur avec des cadres. C'est très beau. Bonjour, c'est Guénaël. Bonjour, c'est Yannick. Aujourd'hui, nous allons dans la maison des experts pour que Aurélie nous apprenne à faire un joli mur de cadre. Bonjour Yannick, bonjour Guénaël. Bonjour Aurélie. Un mur de cadre est parfait pour créer une ambiance unique dans votre intérieur. Je vais vous apprendre à en composer un de façon harmonieuse. On y va? On y va. Pour la première étape de notre mur de cadre, on va d'abord définir ensemble un thème. Alors, moi, j'ai choisi le thème tropical et j'ai sélectionné pas mal d'images sur ce thème. Mais on va en sélectionner une douzaine de différents formats. Moi, je vais choisir le caméléon parce que je trouve qu'il ressort bien sur son fond blanc. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Oui. Moi, j'aime bien celui-là, les palmiers. D'accord. Pour une composition harmonieuse, il faut mixer les tailles. En variant les types d'images, par exemple, ici, on a des textes, des photographies, des dessins. Là, je pense que maintenant, on a une composition d'images qui est très équilibrée.
Donc je vous propose de rester là-dessus et on va pouvoir passer à la seconde étape. D'accord. Très bien. Pour cette seconde étape, il faut bien sûr choisir des cadres. Donc par exemple, j'ai choisi des cadres avec un effet de profondeur, comme celui-ci. J'ai choisi également des cadres avec un tour un peu texturé, comme ici. Pour les couleurs, je vous conseille de vraiment partir sur 2 coloris maximum. Prévoyez aussi de fixer des images sans cadre, uniquement fixées avec du ruban adhésif. Ça va apporter une vraie respiration à votre composition. D'accord. Maintenant que tous nos cadres et nos images sont sélectionnés, on peut passer à l'étape 3. Maintenant, on va venir parler de composition et d'agencement des images les unes par rapport aux autres. Déjà, on ne met pas n'importe quelle image dans n'importe quel cadre. Par exemple, le lion. J'ai choisi de lui mettre un cadre avec un passe-partout blanc, de façon à vraiment la mettre en exergue. Et ici, un cadre aluminium, parce que c'est ce qui va directement attirer l'œil sur notre composition. Une dernière astuce pour vous, c'est de rajouter des éléments décoratifs. Moi, j'ai choisi mon chapeau de paille et un miroir en rotin. D'avoir des choses rondes, ça va permettre une fluidité. On y va. Alterner les petites et les grandes images. Pareil pour les couleurs. Pensez également à laisser le même espacement entre chaque cadre. Écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette composition très harmonieuse, elle a du rythme, et vraiment tous les éléments se répondent bien les uns avec les autres. Moi si ça vous va, je laisse comme ça, et il n'y a plus qu'à fixer au mur. Ça vous plaît? Super. Ça me plaît. Merci Aurélie. Je vous en prie. Merci. On résume. Pour composer harmonieusement un mur avec des cadres, définissez un thème, puis sélectionnez différents types d'images, variez les tailles et mélangez photographie, texte ou dessin. Choisissez des cadres de taille et de texture variées. Optez cependant pour 2 coloris maximum. Placez les images dans les cadres, puis testez des compositions en alternant taille et couleur. Pensez à laisser un même espacement entre chaque cadre. En suivant ces quelques conseils, vous redonnerez de l'allure à votre intérieur. De l'allure, voilà. Donner de l'allure à son intérieur, tout le monde en rêve, effectivement. Et c'est des bons petits trucs, ça, pour y arriver. Merci beaucoup à Aurélie. Mes amis, on va retourner du côté de Montreuil, dans l'est de la capitale, voilà, dans le 9-3, le 93. Et Rafale s'y trouve, du côté de Montreuil, toujours dans son association. Oui les amis, si vous nous rejoignez, sachez que je suis ici dans une classe de seconde du lycée Jean Jaurès de Montreuil en Seine-Saint-Denis. On est là à l'invitation de l'association LOBA qui mène des ateliers avec des jeunes autour des violences faites aux femmes et qui les fait parler justement. On est venu voir cette table. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va les filles? C'est quoi ton prénom? Siloé. Ça va Siloé, toi? Janiken. Janiken. Alors qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur les post-it là? En gros, on écrit des violences qui sont faites sur les femmes. Par exemple, là, sur un premier post-it, qu'est-ce qu'on peut lire là? Par exemple, sur les verts, donc c'est des violences faites sur les femmes au Congo. On voit que le viol, par rapport, on avait un film sur le docteur Mukwege, et on voit que le viol était utilisé comme une arme de guerre. C'est ça, et ça, vous l'avez écrit. Et sur les post-it jaunes? Sur les post-it jaunes, c'est des violences qu'on peut voir en France. Par exemple, les attouchements dans les lieux publics et les remarques déplacées sur le physique et la façon dont la femme s'habille. Donc j'adore parce qu'on en parle très librement et je sens tout le monde très concerné par ce qui se passe. On va justement continuer de se balader dans cette classe ici. Vous voyez ici, on est aussi en pleine réflexion. Mais moi, j'ai envie d'aller voir les élèves du fond parce qu'on dit souvent les élèves du fond de la classe, c'est ceux qui se mettent près du radiateur et qui attendent que le cours se passe. On va voir si la règle se vérifie. En tout cas, c'était comme ça à mon époque où j'étais au lycée. Salut tout le monde. C'est quoi ton prénom, toi? Margot. Margot, et toi? Manon. Manon. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, par exemple là? Vous pouvez me donner 2-3 exemples? Margot? Là, on est en train d'écrire donc des mots, des phrases qui sont, en gros, on est en train d'écrire donc des phrases par rapport à certains pays et donc tout ce qui représente les violences et le viol. Tu peux m'en lire un ou deux pour voir? Par exemple, là, pour le lycée, on a marqué remarque sur le physique et on a donné un exemple, donc t'as la jupe d'une pute et on peut entendre ça donc au lycée. Ça, on peut l'entendre dans la cour de récré. Est-ce que quand on vous a dit on va faire un atelier sur les violences faites aux femmes, sur les violences sexuelles, ça vous a tout de suite intéressé ou pas?
Moi, oui, beaucoup, parce que je trouve qu'à l'école ou au lycée ou même au collège, on ne m'a jamais parlé du viol. On ne nous a jamais expliqué ce que c'était. C'est comme si c'était inconnu, entre guillemets. Et je trouve ça super que des personnes prennent le temps de venir nous expliquer et nous dire, d'expliquer à des personnes qui, je suis sûre, en début d'année, ne savaient même pas ce qu'était le viol. Et je trouve ça super qu'on vienne nous en parler et qu'on fasse des ateliers sur ça. Est-ce qu'on en parle librement, même ici, dans cette classe ? Je trouve que oui, dans cette classe, il y a quand même des personnes qui sont ouvertes à la discussion et qui assument un peu ce qu'ils pensent. Est-ce que de tout ça, on peut en parler aussi à la maison, facilement ? Moi, perso, je sais que oui, je pourrais en parler facilement avec mes parents, avec mes proches, etc. Tu dis moi, perso, ça veut dire que tu penses que dans la classe, peut-être que c'est pas aussi facile que ça ? Je connais des personnes dans la classe qui, je sais, sont assez gênées par ces sujets, qui m'ont dit eux-mêmes qu'avec leurs parents, c'était pas un sujet ouvert, que c'était assez tabou en fait. Merci pour vos témoignages, les filles. C'est pas facile en plus d'avoir une caméra qui débarque ici à l'école parce qu'on n'est pas là pour être filmé normalement. Merci en tout cas beaucoup et bon travail à vous. Voilà pourquoi c'est important aussi ce qui se passe ce matin dans cet établissement scolaire. Comment faire appel à l'association Loba ? Je vous dis tout d'ici la fin de l'émission. Merci Raphaël, vous êtes un super médiateur. Ne changez pas. Et c'est vrai que c'est pas facile parfois dans le milieu familial, avec des cultures, avec des éducations, avec une discrétion naturelle, de parler du viol, par exemple, de ce genre de sujet très compliqué. Et on espère que dans des milieux plus collectifs, comme l'école, comme les centres aérés, etc., on peut aborder ça parce qu'il y a un œcuménisme, une différence de culture et différence d'éducation. Voilà, très utile, on l'a montré et c'est très bien cette association. Allez, il est temps d'avoir une belle idée et la belle idée, on la laisse aux femmes ici. Si, Julie, c'est toujours le cas. Vous savez bien que vous êtes toujours de plus belles idées que moi, alors on en profite. Oui, alors là, j'ai une belle idée qui concerne les vacances et les animaux, parce que les vacances approchent, vous le savez, elles commencent à la fin de la semaine. Et voici une solution qui devrait vous permettre de faire garder Médor en votre absence. Une solution pas bête. Pas bête comme le nom de cette plateforme collaborative qui permet de confier gratuitement son chat, son chien et même son lapin à une personne de confiance. C'est en fait un service d'entraide entre particuliers, tous amoureux des bêtes. Le fondateur de Pabet, Salim Boulaïch, en fait, s'est retrouvé en rade un jour pour la garde de son chien et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer cette plateforme. On l'écoute. C'était à quelques jours d'un départ en vacances et du coup, la personne qui devait me rendre ce service, elle ne pouvait pas. Et en catastrophe, j'ai commencé à chercher une pension. Et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une pension, mais malheureusement, ça s'est mal passé. Et en fait, je suis sorti avec quelques constats. Le premier est que c'est extrêmement compliqué de trouver une place dans des pensions, surtout des pensions avec une bonne réputation. Le second constat concernant cette mésaventure, elle m'a coûté très très cher. En fait, pour 3 semaines de garde, ça m'a coûté quasiment 500 € et le service n'était pas à la hauteur. Donc voilà, en fait, Pabet est né de tous ces éléments-là et l'objectif, comme je l'ai souligné, est de démocratiser tout en maîtrisant en fait la qualité de cette prestation de garde. Oui, alors pour être sûr de la qualité de l'accueil, en fait, avec Pabet, ils ont mis en place des bébêtes. En fait, des bébêtes, c'est une sorte de monnaie virtuelle, des crédits que les adhérents accumulent en rendant service à d'autres propriétaires de chiens. Du troc de temps. Temps, oui, parce que vous avez ces monnaies, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de temps à donner, acheter des bébêtes et pour pouvoir faire garder aussi votre animal. Et en fait, et comme la priorité, c'est bien sûr d'être sûr que l'animal sera en sécurité, ils vérifient l'identité des adhérents, forcément. Oui, Pabet devient le tiers de confiance, en fait, entre c'est le sorte médiateur... de plateforme intermédiaire, mais on est sûr que l'identité a été vérifiée, que la personne, si elle a des bébêtes en stock, ça veut dire qu'elle a donné de son temps, donc elle est aussi, on peut lui faire confiance. Elle est mieux notée. De toute façon, aujourd'hui, dans l'avion, on est noté de partout. Donc là, il faut se fier aux étoiles. Donc si ça vous intéresse, c'est assez simple. Vous pouvez vous inscrire sur leur site pabet.com. C'est gratuit, c'est pratique. Et puis, j'en profite pour vous dire que jeudi, on parlera aussi de toutes les autres solutions pour faire garder son animal pendant les vacances. Merci, Julie, parce qu'en même temps, c'est une solution pour éviter l'abandon. Parce que quand on se retrouve à partir en vacances avec un chien qu'on ne peut pas emmener avec soi... C'est toujours le risque, c'est la SPA qui est le dernier ressort, et malheureusement... C'est vrai, et puis là aussi, c'est pour une semaine pour des courts séjours, mais ça marche aussi pour des stages, par exemple à l'étranger, les étudiants qui peuvent partir 3 mois, et bien là, ils peuvent avoir confié leur animal pendant 3 mois, ça peut être intéressant aussi, à moindre coût. Bon,
Merci Julie, encore une belle idée. Mes amis, il commence à se faire faim. Alors moi, j'ai une super idée. Si vous ne savez pas quoi faire du chef Alan Jam pendant ses vacances, moi, je le prends en pension à la maison pour un bon repas. On va regarder ça ensemble. Je m'adressais à votre famille. Hein. S'ils ne savent pas où vous caser, moi, je vous prends, moi, hein, Alan. Attention, mon épouse, elle regarde l'émission. Hein. Ben oui, Elle ne voit pas beaucoup. Alors écoutez-moi, hein. madame. C'est bien d'avoir un chef à la maison. J'ai un nouveau-né aussi à la maison. Eh donc oui, la semaine, vous êtes un jeune papa, là. Hein. Ah ouais, c'est super. Carrément. Voilà. Ouais. Alors, vous êtes là pour une raison simple. C'est parce qu'on va parler de l'ouverture d'un restaurant d'ici quelques jours, hein, mi-février, ouais, dans une semaine, et c'est Casti. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'abord? Casti, c'est inspiré d'une mot, c'est Kassati, c'est mon histoire en libanais, Kassati, Ouais. en arabe littéraire. Alors, vous avez une histoire incroyable, une histoire d'amour avec la France qui vous a fait venir ici très tôt. Exactement, c'était mon rêve d'enfance d'apprendre la cuisine française. Je suis venu en France en 99 avec un sac à dos et un seul objectif d'apprendre comment faire le foie gras, les sauces, le beurre blanc, le poisson, les cuissons. Mais dans votre sac à les dos, il y jus. avait quand même des épices ou des produits qui venaient du Dans- Liban ou... Ouais. Dans mon sac à dos, il y a toujours le za'atar, c'est le thym libanais. Ah oui, le Parce que za'atar. c'était mes premiers repas dans le Champ de Mars, quand je suis venu directement voir le Tour Eiffel, c'était des baguettes et avec des za'atars dedans. Et voilà, C'était juste du ça. za'atar sur du pain, quoi. C'était le truc de base, quoi. Le goût du Exactement. pays, hein, on peut dire en quelque sorte. Je vais prendre ma petite caméra, je vais venir filmer ce que vous avez apporté. Avec grand plaisir. Alors, il y a un truc, moi, qui me fait saliver d'envie, c'est ce nom de grand mésé. Le mésé, c'est les antipastilles au Liban, c'est Exactement, ça, on peut dire c'est les mises en œuvre, c'est les entrées. On va démarrer le repas avec. Ici, on a des kébés aux viandes de bœuf. On a des kébés qui sont végétariens autour de potirons. Là, on est encore à pleine saison, avec des pois chiches dedans. Sylvaine, vous êtes assez cuisine libanaise, vous? Vous aimez bien? Oui. Hein? Et Oui. vous, Camille? Ah oui, j'aime bien. Ah bah, il y a que des fans. Et Julie? Ah, j'adore. Bah voilà, on adore tous la cuisine libanaise, donc bonne idée, chef. Alors le kébé, il faut dire que c'est une sorte de beignet. C'est un plat traditionnel. On peut le manger baigné, frit dans le four ou en tartare, comme tout à D'accord. l'heure le kebab benaillé. Et la croûte, vraiment- c'est quoi? C'est une sorte de boulgour? C'est une un sorte de boulgour, blé c'est les blés concassés qu'on C'est fait ça. tremper dans l'eau. Ensuite, on le mélange avec 2 tiers de blé concassé, on mélange avec 1 tiers de viande pour le faire tenir. Ensuite, il y a les épices qui viennent, des échalotes. Et ensuite, on le fait farci vraiment avec la main. Montrez-moi comment avec le doigt. Avec le En doigt fait, directement. Bah oui, on c'est fait ça. une bille et ensuite on le perce avec les doigts. On met toujours avec un peu d'eau, comme ça facilite un peu le. D'accord, pour que ce soit malléable, quoi. Hein, et que ça Exactement. colle. Et Un ensuite, petit peu. on le ferme. Et tout ça, en fait, c'est un projet. C'est plus un projet, un restaurant. C'est plus un projet de cœur parce que c'est le souvenir de mon enfance. Et surtout, dire merci à ma mère qui m'a pris cette pitié-là, Qui qu'elle vous a m'a filé- pris d'aimer les qui gens. vous a filé la recette des kébés? Bah, ça vient de ma C'est mère. c'est maman, ça. Hein, c'est la maman d'Alan, là, hein, qu'on va déguster. Et ça, c'est très beau aussi. Ça, c'est une samosa d'agneau. Il y a des viandes d'agneau dedans, il y a des pignons de pain, des échalotes et de sumac. Sumac, c'est un sort de thym acidulé qu'on le voit ici en grains. Et comme vous voyez, c'est complètement différent de tous les restaurants libanais qui sont en France parce que j'ai envie vraiment de donner un côté de moderne et montrer que la cuisine libanaise, elle est très Actuelle, évoluée, quoi. très actuelle, qui suit beaucoup la tendance d'aujourd'hui. Ça, c'est beau, ce côté un peu comme Croustillant. torsadé, là. Voilà. Ça, c'est pareil, tout est fait à Tout, la main. tout avec le pouce, comme ça. Parce que la cuisine libanaise, c'est pas une cuisine de technique, c'est une cuisine d'expérience. Et c'est vrai, tout fait à la main, tout fait mijoter et tout ça. Génial, Alan. Et qu'est-ce que c'est que cette La œuf, petite là? surprise. Waouh. Voilà. Oh, que c'est beau de couleur. Voilà. Ça Et aussi, si on c'est un est- peu des raviolis, ça, C'est enfin comme une ravioli qui est farcie à l'intérieur de calamar, épinards. Attendez, je vais le mettre. Mettez-en un dans ma main parce que qu'on voit par contraste. Voilà, la forme, c'est très très Pareil, beau. Hein. elle est fermée aussi à la main, en fait. Et voilà. Et normalement, elle n'est pas comme ça, mais moi, j'ai envie de donner, pareil, ce côté moderne. J'ai mis un peu de algues qui me rappelle un peu le calamar qui est à l'intérieur et l'encre de sèche dans la pâte. Ah, bah c'est pour ça que c'est tout noir. Oui, exactement. Comme votre veste. Regardez, c'est très beau d'ailleurs. Vous devriez en mettre un à la place de l'étoile, là, de l'étoile Michelin. non, dit-il. Non, ça, j'y tiens, et je vous comprends. Hein. Quel chef. Après, ici, le labné. Ah, le fameux labné. Alors, Voilà, le labné avec des menthes sèches. Le labné, c'est le fromage blanc libanais, qui est un peu plus épaisse que le fromage blanc et un peu plus salé aussi. On met de menthes sèches qu'on peut manger avec le kebab aussi. On peut le tremper dedans, topping comme ça, et on le mange.
Oui, c'est un peu comme on a des mélanges dans tout ce coin de on va dire de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire. Beaucoup d'utilisation de yaourts, beaucoup de fromage blanc, beaucoup de crème de sésame, de choses comme ça aussi. Ici, on va partir sur le yaourt avec du curcuma. Ah oui, c'est pour ça qu'il est coloré. Voilà. Et pareil, le fameux hummus. Mais alors, comment vous l'avez dressé, ce hummus? Le hummus, je fais un peu un adressage un peu moderne et j'hésite encore comment je vais l'adresser, mais surtout, je n'ai pas envie d'avoir l'assiette traditionnelle, authentique, pleine. J'ai envie vraiment de faire la quantité aussi qu'il faut pour mes clients, histoire que les entrées, on va le partager, mais on va tout être pesé et aussi, dans la même temps, ça va être évolué entre aussi le pois chiche, entre les salades, entre les légumes. Histoire qu'à la fin du repas, quand on sort, on n'a pas dit on a mangé très lourd. Vraiment, c'est ça un peu le côté libanais, enfin le côté de la cuisine libanaise, c'est on mange beaucoup. Il y a surtout aussi sur le gaspillage et je vais faire beaucoup attention sur le produit de saison. Et vraiment, j'ai envie de me battre pour montrer vraiment cette cuisine qui est saisonnée, qui est une cuisine de pas de gaspillage, c'est une cuisine très moderne. Et tout ça avec des produits d'ici. Le plus locavore possible. On l'a vu avec Camille tout à l'heure, elle y est sensible, sinon elle ne goûte pas. Alors, le projet, il va être, c'est une cuisine libanaise avec le savoir-faire qu'est-ce que j'ai appris ici en France depuis 21 ans, et ensuite basé sur le produit des saisons. Et génial. On va croiser le doigt que ça va bien passer. Oui, parce que voilà, toute cette expérience de chef étoilé, chef gastronomique dans une cuisine plus traditionnellement française, elle vous sert à faire la cuisine libanaise la plus fine possible, on va dire. Donc c'est quand même une gastronomie sur base de cuisine libanaise. Allez, on va retourner voir Rafal qui a charge de grande famille ce matin avec tous les enfants qui l'entourent, qui leur apprend les préceptes. Oui, Vincent, je vais terminer l'émission avec Mathieu notamment. Comment ça, Mathieu? Ça va très bien. Mathieu, un garçon qui prend la parole sur les violences faites aux femmes, puisqu'on n'en a pas entendu jusque-là, à part William. Ça t'a pas intimidé, toi, justement, de pouvoir parler de sexualité, de violence, de femmes, de filles dans ta classe? Non, je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui. Je trouve que c'est important que les gens autour de nous soient au courant de ce qui se passe dans le monde. Aussi bien les filles que les garçons? Aussi bien, parce que les femmes sont souvent victimes, mais les hommes sont souvent ceux qui font le mal. Donc c'est à eux de savoir que ce que certaines personnes font, c'est pas bien. Voilà, j'aime bien. Qu'il est sage, il généralise pas. Et il a bien raison, c'est qu'il a bien suivi ses ateliers. William, on termine. 6 mois, je suis directrice d'établissement, prof, parent d'élèves. J'ai envie que l'association vienne dans mon établissement. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, aussi sur notre adresse mail recreation.by.loba@gmail.com. Donc l'idée, c'est de pouvoir nous contacter. On voit dans quelle mesure on peut aussi s'organiser au niveau de l'association pour intervenir. Bon, je vous rassure, on vous donne toutes les infos sur les réseaux sociaux France 3 Paris, @France 3 Paris, Twitter et Instagram. Merci beaucoup, j'espère que vous pourrez intervenir dans plein d'établissements et que mes propres enfants pourront aussi y assister. Et nous, on se retrouve très vite pour une autre initiative positive. Salut! Merci beaucoup, Rafal. Libérez la parole chez les enfants, parce que ça commence tôt, le respect des femmes, bien entendu. Et plus ça commence tôt, et plus on est tranquille pour les générations à venir. Hop, je change de sujet. Le kébé, dont on parlait à l'instant, ce petit beignet fait de boulgour et de viande. Bon, il y en a des végétariens aussi. Vous mettez les pignons à l'intérieur, chef? Pignons de pain, oui, exactement. Oh, les pignons de pain, j'adore ça. Alors, je vous ai donné les samosas, vous pouvez goûter, mesdames, bien sûr. Merci. Pendant ce temps-là, voilà, moi, je vais croquer dans mon kébé. Sylvaine, Camille, au rapport. Ça a l'air pas mal, Ah ouais. C'est un peu refroidi pendant le plateau. Julie, faites-vous plaisir également. Merci Alan Jam, merci Sylvaine d'être venue nous voir, Camille également. Vous savez que demain, on se retrouve ici. On parlera de comment se préparer au sport d'hiver. Bonne chance avec ça.